Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce 17e numéro de LSA Direct. Le soir d'Algérie, l'émission d'actualité s'intéresse ce dimanche à l'impact de la pandémie Covid-19 sur l'économie et plus particulièrement sur les entreprises. Avec un invité sur ce plateau qui a cette chance, il va nous dire si c'est une chance ou pas, d'être aux avant-postes pour observer ces entreprises et jauger de l'impact de ces mois de crise sanitaire sur elles. J'ai le plaisir d'accueillir le patron de la COSOB. Abdelhakim Berrah, bonjour. Bonjour. Et tout de suite, cette première question pour le profane que je suis, c'est quoi la COSOB? Donc, la COSOB, c'est la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse. Donc, c'est l'autorité de régulation du marché financier. Donc, elle régule la bourse. Son rôle est de protéger les investisseurs et également, elle contrôle les sociétés de capital investissement, les plateformes de crowdfunding et tout ce qui fait en réalité un appel public à l'épargne. Il est sous le contrôle de la COSOB. La COSOB émet des règlements, elle édicte des règlements et surveille leurs applications. Si je dis gendarme de la place financière, ça vous va comme dénomination ou alors Parfait. Ça vous paraît excessif? Non, ça va. C'est ça. Gendarme dans quelle mesure? Nous sommes le gendarme, nous veillons à la régularité et à la protection et à la transparence du marché. Et au-delà, c'est bien sûr la justice qui prend le relais. Bon, gendarme de la place financière, est-ce qu'on peut vraiment parler de... Vous parlez à un profane, hein, vous allez répondre à un profane. Est-ce qu'on peut vraiment parler de place financière chez nous? Alors, la place financière, il y a une industrie financière, bien sûr. La place financière, il y a les banques, il y a les assurances, et il y a le marché. C'est vrai que le marché en Algérie n'est pas très développé. Il n'est pas développé à la mesure de l'économie nationale. Il ne reflète pas l'économie nationale. Mais c'est dû également à des facteurs que l'on connaît maintenant, au manque de transparence des entreprises. C'est dû aussi, au-delà du manque de transparence, au manque d'éducation financière des dirigeants de ces entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Et également, au-delà de l'éducation financière, c'est également dû au manque de professionnels de marché pour accompagner les entreprises. Parce que les entreprises n'ont pas assez recours au conseil et donc elles ne font pas accompagner vers un financement, par exemple, par la bourse, soit en émission d'obligations, c'est-à-dire des titres de créances, ou en actions, c'est-à-dire elles ouvrent le capital. On y viendra. Je reste pour le moment sur le perçu, le ressenti. Je vous pose la question parce que le matin, au réveil, même si ce n'est pas de manière obsessionnelle, j'en fais pas un abcès de fixation, mais j'allume ma radio ou ma télé et j'ai tout de suite des indices qui défilent au bas de mon écran, le Dow Jones, le Nikkei ou encore le CAC 40. Par contre, de la place financière locale, chez nous, je ne vois pas d'indice de cotation. C'est dû à quoi cette absence de visibilité? Alors, c'est dû parce que notre indice qui existe, Jazair Index, comment on l'appelle d'ailleurs? Jazair Index, voilà, ne reflète pas l'économie. Le nombre d'entreprises cotées à la bourse d'Alger est minime par rapport à l'économie. Et comme je l'avais dit, ça ne reflète pas l'économie. Donc, quand il y a un événement qui se passe sur la scène, il n'est pas répercuté, il n'y a pas d'efficience, donc il n'est pas répercuté dans la bourse. Chez nous, la bourse n'est pas efficiente parce que le nombre d'entreprises cotées n'est pas grand, donc ça ne reflète pas l'économie. Et c'est pour ça qu'on ne le voit pas défiler, alors que toute décision économique dans les pays où les bourses sont développées, pratiquement tous les pays, nous sommes parmi les bourses les plus petites au monde, même la Palestine nous dépasse, même des pays... Vous pouvez me répéter votre dernière phrase? La place boursière palestinienne est plus importante que l'algérienne. Oui. Vous pouvez détailler? Alors, ils ont beaucoup plus d'entreprises cotées parce qu'il est plus difficile d'avoir un financement bancaire. Les entreprises sont transparentes, même si elles sont petites, et des PME, mais elles ont recours à la bourse. Et donc, le marché financier reflète l'économie. D'accord. Chez nous, le nombre d'entreprises cotées est tellement petit qu'il ne reflète pas l'économie. Alors permettez-moi, Abdelhakim Berrah, de reposer ma question autrement. Dit plus crûment, le marché boursier algérien
existe-t-il de manière conséquente? Ou alors, c'était à l'époque de la création de la bourse juste peut-être un gadget que les autorités de l'époque voulaient mettre en place? Ils l'ont mis en place quand il y avait les conditionnalités du FMI, des réformes structurelles. Ensuite, dans les années 2000, nous n'avons pas eu recours à la bourse. Il y a eu peu d'obligations qui ont été émises par les entreprises et peu d'entreprises qui ont été introduites à la bourse d'Alger, capitalisées à la bourse d'Alger. Ça, c'était un choix, peut-être parce qu'il y avait des facilités de financement via le secteur bancaire, via des prêts bonifiés que l'on donnait aux entreprises, mais c'était une erreur, parce qu'une entreprise, quand elle va en bourse, la bourse exige de la transparence, exige que les états financiers soient publics et publiés régulièrement, exige une gestion beaucoup plus saine des entreprises, et ça assure la pérennité des entreprises. D'ailleurs, il y a eu à un moment une liste d'entreprises publiques qui devait être introduite en bourse. Ça ne s'est pas fait et c'est dommage parce que le privé dit que n'attend que l'État fasse le premier pas et l'État dit que c'est au privé de s'emparer de la bourse d'Alger. Et donc on se regarde en chien de faïence. Exactement. En termes chiffrés, au jour d'aujourd'hui, combien d'entreprises sont cotées en bourse? Avec quel volume? Bon, je sais que ça va être un volume moyen, je ne vous demande pas un chiffre précis, mais d'échanges, par exemple, quotidiens. Alors, les échanges quotidiens, on fait 3 séances par semaine. Donc c'est du tri hebdomadaire. Tri hebdomadaire, parce que ce n'est pas assez liquide. Il n'y a pas assez de liquidité dans la bourse, parce qu'il n'y a pas assez de profondeur. Parce qu'une bourse, elle commence à fonctionner sainement à partir de 20 entreprises, à peu près. Pour que celui qui retire sa mise d'une entreprise A puisse la mettre dans une entreprise B. Là, s'il retire, il n'a pas où la mettre. On en est à combien? On en est à 5. Alors, les entreprises cotées, il se trouve qu'actuellement, ce sont d'excellentes entreprises. Elles donnent des rendements supérieurs à 10 parfois. Par exemple, comme Biofarm, Saïdal, l'Hôtel Horaci, Alliance Assurance, ce sont d'excellentes entreprises qui sont transparentes, qui font beaucoup d'efforts en termes de gouvernance. Et sur le petit club privé, mais vous avez quand même un noyau performant. On a un noyau performant. Et notre souhait, c'est que d'autres entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, viennent à la bourse. Il y a un mouvement. Vous avez parlé tout à l'heure du Covid, des difficultés de financement, du resserrement du financement bancaire. Il y a un mouvement de PME privées qui veulent venir à la bourse. Vous avez lancé une opération en ce sens. Je vous poserai la question par la suite. Mais on reste encore sur l'éligibilité. C'est quoi le profil pour une entreprise algérienne pour qu'elle soit éligible à l'entrée en bourse? Et surtout, dans la configuration actuelle, je dis bien dans la configuration actuelle, quel intérêt aurait une entreprise à être cotée et surtout scrutée par vous? Voilà. Alors, une entreprise, je vais faire une distinction, bien qu'elle ne soit pas entre les entreprises privées et les entreprises publiques. Alors, les entreprises publiques, si elles veulent assurer une bonne gestion, une gouvernance saine, une pérennité, doivent venir en bourse. Et ce sont les meilleurs qui viennent en bourse. Parce que l'entreprise qui vient en bourse doit donner des dividendes, donc ce sont les meilleurs. On avait entendu, ça fait quelques années, un Premier ministre dit que les entreprises bénéficiaires, on ne les mettra jamais en bourse. Donc il y a un problème conceptuel aussi. À l'origine déjà. À l'origine déjà. On met les meilleurs en bourse. On ne met pas les entreprises déficitaires ou qui n'ont pas une situation financière stabilisée. Donc, c'est les meilleurs qui viennent en bourse. La bourse, c'est vraiment l'aboutissement d'un travail d'un manager, d'un leader d'entreprise. D'un processus de gestion. D'un processus de gestion arrivé en bourse. En Europe ou dans les pays occidentaux et même tous les autres pays, celui qui mène son entreprise en bourse a réussi sa carrière en termes de gouvernance, de gestion, de management. Chez nous, ce n'est pas perçu de la sorte. Comme je vous l'avais dit au tout début, c'est une question d'éducation financière et c'est une question aussi des passerelles entre l'université et l'entreprise. Et il faut former beaucoup. Il faut que... alors, ça c'est pour les entreprises publiques. Pour ne pas éluder la question pour les entreprises privées, les entreprises privées, peut-être, c'est un souci de transparence.
d'éducation financière. On ne veut pas montrer les chiffres. Il y a une problématique de rectitude fiscale. La sotra économique. La sotra économique. Alors que nous, on répète tout le temps, il n'y a pas d'affect avec l'entreprise. L'entreprise, on la crée pour gagner de l'argent. On ne la crée pas pour autre chose. Et si on recherche la notoriété, c'est mener notre entreprise en bourse. Ce n'est pas caché. Et la bourse, il y a un point dont j'aimerais citer et insister dessus, c'est qu'elle règle les problèmes de transmission. Nous avons vu que dans pratiquement tous les pays du monde, les entreprises font faillite à la transmission. Pratiquement en France, 50% des entreprises font faillite à la transmission, au départ du fondateur. La bourse règle la question de la transmission. Entre les héritiers, entre les actionnaires, elle règle le problème. Et c'est pour ça que pour les entreprises privées, elles gagneraient beaucoup à venir en bourse. Intégrer ce mouvement. Vous parliez tout à l'heure des frémissements, des légers frémissements au niveau des PME. En 2019, alors corrigez-moi si je me trompe, donc l'année dernière, vous aviez diligenté une enquête pour savoir quelles PME étaient éligibles à la bourse. Je crois que le résultat était d'à peu près une dizaine. Tout à fait. Vous en êtes où aujourd'hui? Alors, il y en a 5 ou 6 qui ont déposé leur dossier. Il y a Casbah, Vinaigrerie Casbah, il y a S5, il y a les viandes de la vallée. Il y a des entreprises qui ont déposé, qui sont en train de travailler. Awem Invest, il est rentré en bourse, c'est la première dans le compartiment PME. Il va émettre des titres participatifs chez A Compliant le mois prochain. Donc il y a un frémissement d'entreprises privées qui veulent venir en bourse. Alors, on travaille avec elles, on fait du coaching, nous les accompagnons dans ce processus qui n'est pas facile parce que c'est de la transparence, c'est de faire un vrai business plan, c'est la règle anglaise du comply or explain, parce que quand vous promettez quelque chose, il faut tenir ou expliquer pourquoi on ne tient pas. Et comme vous avez remarqué qu'on fait beaucoup de promesses qu'on ne tient pas, donc à la bourse... C'est le problème de confiance. Voilà, il faut restaurer la confiance. Ensuite, il y a le deuxième cru, ce sont les startups qui, pas tout de suite, mais au-delà d'un certain process, vont arriver. On va y arriver aux startups, mais on reste sur la confiance, ça m'intéresse. Hakim Berrah, pour faire des affaires, il faut au minimum un climat d'affaires clément. Je ne dis même pas un climat idéal, je dis juste clément. Il est comment aujourd'hui le climat des affaires chez nous? Alors, le climat des affaires chez nous, il y a des signaux parfois contradictoires. C'est vrai qu'il s'améliore, que l'État fait beaucoup pour l'améliorer. Mais la condition nécessaire à améliorer ce climat des affaires, c'est la transparence. C'est la transparence de tous les acteurs. La numérisation va apporter son lot de transparence. C'est une stabilité juridique et une facilitation accrue et une ouverture à l'international. Nous ne pouvons pas être dans une bulle tout seul. Justement, je précise ma question. On va aller encore un peu plus dans cette veine-là. Je prends un exemple. Vraiment comme ça, celui qui symbolise un peu ces questionnements. L'industrie automobile. Les intervenants dans ce secteur se plaignent de ne pas savoir où le pays veut exactement aller. En clair, ils disent on ne sent pas une feuille de route. Alors, ma question, l'ennemi numéro 1 d'un marché boursier, est-ce que ce n'est pas justement ce flou, voire même ces approximations? Alors, certainement, parce que quelqu'un qui veut investir, il doit pouvoir investir et savoir dans quelques années où est-ce que l'on va. Dit vulgairement, où il pose ses billes. Oui, il pose ses billes. Parce qu'il agit comme un bon père de famille. Parce que pour chaque investisseur, il y a un profil, donc il doit y avoir un produit qui correspond à ce profil. Bien sûr, il faut cette stabilité juridique, il faut cette visibilité. Et c'est pour ça que dans la bourse, ce que je vous avais dit de explain or comply or explain est vraiment prépondérant. Donc, ça, c'est ce qu'on exige du côté de l'entreprise. Et du côté de l'investisseur, nous, notre rôle est de le protéger. De le protéger en lui fournissant toutes les informations. La protection est symbolisée par les informations que l'on fournit aux investisseurs. Et là, il faut donner le maximum d'informations, le maximum de transparence. Et bien sûr, les entreprises qui sont cotées jusque-là le font, elles le font bien.
il nous manque quelques professionnels en termes d'analyse financière, en termes de conseil, etc. Mais nous sommes en train de former des équipes. Ce ne sera pas suffisant. Il faut que les grandes banques, les assurances, tous les acteurs forment aussi pour leur part. Et nous travaillons étroitement, par exemple, avec les assurances et les banques. Nous allons, par exemple, la journée du 20, avec le ministre des Startups, parler du financement des startups. Nous allons créer, et nous sommes depuis 4 ans en phase de création d'un FinLab, c'est-à-dire pour digitaliser le secteur des finances, banque, assurance et marché. Donc, les instruments sont là. Ensuite, il y a un gros travail à faire au niveau des entreprises, au niveau des patronats, au niveau de la tutelle quand il s'agit d'entreprises publiques et du patronat privé. Je pense qu'ils ont compris, puisque le 20 également, nous rencontrons les patronats, toutes les organisations patronales. Vous avez prononcé le mot en vogue, start-up. C'est le mot à la mode en ce moment, un des chevaux de bataille d'ailleurs du président de la République. Alors l'autre jour, vous avez annoncé la création, je vous cite, d'un compartiment d'excellence destiné au financement des startups. Vous en êtes où avec ce compartiment? Et pour reprendre cette terminologie un peu ferroviaire, est-ce que le train de ces réformes est enfin sur rail? Ah oui, tout à fait. Alors, avec le ministère des startups, nous avons étudié les phases de maturité des entreprises. Et surtout de maturation. Et de maturation, toutes les phases de maturation. Donc, il y a une phase d'amorçage. Donc, l'État a mis en place le CAS, c'est-à-dire le compte d'affectation spéciale pour l'amorçage. Nous avons également fait tous les textes pour permettre qu'il y ait des plateformes numériques de financement participatif, ce qu'on appelle communément le crowdfunding. Ouais. Donc il y aura le crowdfunding pour early stage, c'est-à-dire qu'au début de la vie de la start-up. Ensuite, il y a le fonds start-up qui a été créé, le premier annoncé par le président de la République. Oui. Donc ce fonds start-up. Ensuite, il y a d'autres fonds qui vont venir. D'autres fonds qui vont venir des grandes entreprises, qu'elles soient du secteur de la finance ou pas, pour financer les startups. Sonatrach va créer son fonds, les assureurs vont créer leur fonds, etc. Donc, à partir de ces fonds-là, et nous allons démarcher également le patronat parce qu'ils ont souhaité créer également leur fonds ou participer au financement des startups. Donc, nous allons étudier avec eux la possibilité de créer ces fonds. Ensuite, les entreprises qui arrivent à passer ces stades-là et qui ont une stabilité financière, qui veulent avoir une notoriété internationale, qui veulent avoir une visibilité hors du pays, fenêtre, ouais. etc., ceux-là vont arriver au compartiment excellence de la Bourse d'Alger. Parce que ce ne sont pas toutes qui vont arriver, bien sûr. Il y a un écrémage. Il y a un écrémage. Et puis, parce que quand elles vont arriver au compartiment bourse, elles seront stables et elles auront pratiquement des partenariats avec des étrangers pour aller sur des marchés à l'international. Vous évoquez tous ces paliers. Je reste quelques instants sur le financement. Quand le président Tebboune invite les jeunes start-upers à contourner l'écueil bureaucratique des banques, leur annonçant, entre autres ce que vous venez de dire à l'instant, la mise en place d'un fonds qui leur sera dédié, est-ce qu'il ne s'agit pas en creux d'un aveu terrible, celui de l'échec du circuit bancaire traditionnel? Non. Alors, peut-être pas un échec, mais... Les banques ne sont pas appelées à financer les startups dans aucun pays. Le modèle de financement tel qu'il est perçu par les banques repose sur des garanties, repose sur des bilans des années précédentes. Ce qui fait l'aversion au risque n'est pas la même. Donc, dans tous les pays du monde, l'État finance une partie, les fonds... Alors, les banques, quand elles veulent financer les startups, elles créent des fonds. Parce que le taux d'échec en finançant les startups est très élevé. Dans le monde, il est autour de 80%. Donc, mais c'est un risque bancaire, ça reste un risque qui est évalué par les banquiers. Mais aussi. Les banquiers ne sont pas bons dans le financement des startups. Traditionnellement, c'est un autre métier. C'est un autre métier, c'est les gens qui savent prendre le risque, évaluer l'innovation. Et c'est pour ça que le ministère des startups compte labelliser les incubateurs et les startups. C'est-à-dire, il fait un premier filtre pour les entreprises qui arrivent à ce fonds pour se faire financer. Et là, il faut une connaissance fine
du marché, de l'innovation qui est, que l'entreprise, même si c'est une copie, mais qu'il y a de l'innovation, qu'il n'y a pas une délocalisation. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, c'est un métier à part. Financer les startups est un métier à part. Ce qui m'amène à ma dernière question, Abdelhakim Berrah, peut-on croire en la bourse, faire de la capitalisation boursière sans j'allais dire assainissement, c'est peut-être excessif, sans une vraie réforme des circuits financiers? Vous savez, si on veut développer la bourse, c'est une des réformes structurelles majeures. Parce que même les banques vont venir se financer, c'est une désintermédiation du financement. Donc, quand on parle de réforme structurelle majeure, la bourse en est l'élément principal. Parce que les assureurs sont les principaux, avec les banquiers, acteurs du marché financier, et donc on assainit le tout. En plus des entreprises, après l'écrémage, qui vont venir en bourse et qui vont servir de locomotive à l'économie nationale. Les capitaines d'industrie, les privés. Et là, on aura de vrais privés qui ont de la transparence et des vraies entreprises publiques qui sont bien gérées, qui génèrent des bénéfices et de la richesse pour le pays. Sous forme de boutade, avec le frémissement que vous signaliez tout à l'heure au niveau des PME, avec toutes ces actions en direction des startups, des jeunes entrepreneurs, cet écrémage et ce compartiment d'excellence, on a bon espoir d'atteindre au moins le niveau de la bourse palestinienne. Je plaisante. Oui, oui. En fait, par exemple, nous, dans les 8 entreprises qu'on avait avec le ministère de l'Industrie identifiées à l'époque, par exemple, il y avait Mobilis, il y avait le CPA, le Crédit Populaire d'Algérie. En termes de capitalisation, on dépasserait très vite. En termes de nombre, non. En termes de volume, oui. Mais les Palestiniens sont autour de 28 entreprises cotées. Donc, nous, ce serait vraiment idéal pour nous si on arrivait à fin 2021 à une dizaine d'entreprises. Parce que nous ne connaissons pas bien le marché, sa capacité d'absorption, etc. et les problèmes que va générer cette désintermédiation financière. Mais le gouvernement et le ministère de l'Industrie travaillent à identifier également des entreprises publiques. Parce qu'il y a des pépites dans les entreprises publiques. Peut-être vous trouvez un groupe qui est déficitaire, mais à l'intérieur, il y a 2 ou 3 entreprises qui font des filiales qui... Voilà, des filiales qui peuvent être mises en bourse. À l'époque, on avait identifié les cimenteries, une cimenterie, on avait identifié Cosider. Donc il y a quelques entreprises, il y a Mobilis, il y a les banques, il y a les assurances, qui peuvent servir de moteur. Si on met une compagnie d'assurance et une banque et une cimenterie et par exemple Eni, etc., il y a des pépites dans le secteur public. Donc, si on ne le fait pas, il y a des chances que le secteur public ait de plus en plus de difficultés à assurer sa pérennité. Bon, mais je préfère rester terminé sur cette note optimiste. Ça veut dire que quand j'allumerai ma télé ou ma radio, ce dont je parlais en début d'interview, je verrai enfin défiler, rappelez-moi son nom, l'indice de cotation. Abdelhakim Berrah, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de LSA Direct. Je rappelle que vous présidez aux destinées de la COSOB, la Commission d'organisation et de surveillance des opérations boursières. Au jour d'aujourd'hui, corrigez-moi si je me trompe, aucun titre de la presse algérienne n'est coté en bourse. Non. Aucun. Eh ben, peut-être que le soir d'Algérie serait le premier. De manière plus globale, il y a encore du boulot à ce niveau-là pour qu'on. Il y a encore du boulot. Mais promis, nous n'attendrons pas qu'un journal soit enfin coté en bourse pour vous réinviter. Nous nous fixons des dates économiques plus importantes, c'est-à-dire quand vous aurez atteint un chiffre conséquent d'entreprises capitalisées. Voilà, d'ici là, vous serez toujours le bienvenu. Quant à vous, amis téléspectatrices, amis téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Merci d'avoir été avec nous sur ce 17e numéro de LSA Direct. LSA Direct, l'émission d'actualité du soir d'Algérie. Je rappelle le rendez-vous, c'est tous les dimanches à 10h. Et si c'est avec les gestes barrières et les mesures de distanciation physique, c'est encore mieux.